Hein, la momie Imhotep, c'est pas con. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Celui qui déplacera ce coffret devra faire une vidéo sur la momie. C'est pas con. Putain, c'est quoi ça? Celui qui parlera du 3 dans lequel je ne suis pas devra boire l'eau du Nil. Ouais, comme dans le film. Signé Imhotep. Je suis désolé, mais moi quand je fais un truc, je vais jusqu'au bout. Oh merde! Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nyanko TV. Je suis content de vous retrouver, nous sommes sur les sagas du cinéma, la partie de ma chaîne sur laquelle je parle de toutes ces séries de films du moment qu'il y en a eu au minimum 3. Et aujourd'hui nous allons parler de la trilogie La Momie. Et je ne vais pas prendre en compte le film qui est sorti avec Tom Cruise que je me suis même pas donné la peine d'aller voir. Et cette trilogie, ou en tout cas peut-être les deux premiers, le 3 beaucoup moins, ça a fait mon bonheur à la fin des années 90 parce que fin années 90 pour moi c'est un peu mon âge d'or. Mon âge d'or dans le sens où pour moi ce qu'il y avait de mieux dans les jeux vidéo, parce que j'aime beaucoup les jeux vidéo, c'était l'année 98 avec la sortie de Zelda 64, Ocarina of Time par exemple, ou d'autres jeux comme Resident Evil 2 auxquels j'ai joué des milliers d'heures. Il y a eu la Coupe du Monde 98, l'Euro 2000, et puis il y a eu au cinéma la série de films des Taxis, des comédies françaises pas franchouillardes, orientées action qu'on n'avait pas l'habitude de voir et tout le monde y allait, c'était les films qu'il fallait voir. On a parlé des Scream il y a pas longtemps, mais Scream c'était le renouveau du film d'horreur, c'était un bon dépoussiérage des slashers des années 80 et si t'allais pas voir Scream t'étais pas dans le coup non plus. Et du point de vue film d'aventure, c'était La Momie, l'Indiana Jones des temps modernes pour toute une génération et on avait la chance de voir tous ces films au cinéma et ce fut un grand privilège et un grand bonheur pour moi. Et ce que j'ai particulièrement aimé dans La Momie, film dont on va parler aujourd'hui, c'est le mélange des genres et c'est le film qui se place un peu en interligne. À la fois film d'épouvante mais pas d'horreur, à la fois film drôle mais pas comique. On est entre plein de choses et c'est difficile de lui donner un genre dans le fond. Et moi j'adore, j'aime passer du rire aux larmes, de la peur à l'émotion, voire dans l'autre sens au sein du même film. Et La Momie c'est un très bon exemple pour ça. Nous allons parler aujourd'hui de La Momie premier du nom de Stephen Sommers sorti en 99. Nous parlerons la prochaine fois du retour de La Momie, film qui me pose déjà beaucoup plus de problèmes mais ce sera le sujet de la prochaine fois. Et on parlera de La Momie numéro 3, La tombe de l'empereur dragon. On n'y est pas encore. Revenons dans une première partie sur la genèse, le projet La Momie, qu'est-ce qu'on a dû faire pour en arriver à ce beau résultat, et je reviendrai dans une deuxième partie sur ce que je pense personnellement du film, et pourquoi c'est selon moi un film à voir, même aujourd'hui. On se retrouve juste après ça. Donc La Momie, sortie en 1999, réalisée par Stephen Sommers avec Brendan Fraser, Rachel Weisz, une actrice qu'on a aperçue mais qui n'était pas encore propulsée au rang de star, et également John Hannah qui joue Jonathan dans le film, acteur qu'on avait encore une fois aperçu dans des seconds rôles. Tout ça pour dire quoi? Que La Momie va mettre en scène des acteurs de la nouvelle vague, qui ne sont pas encore connus, et ça m'a beaucoup aidé, moi, à apprécier le film personnellement, et ce film aura littéralement propulsé et Brendan Fraser et Rachel Weisz en rang de star, l'une l'étant restée, l'autre aura disparu, malheureusement pour lui, assez vite. Mais pour en arriver à ce brillant résultat de cocktail mélangeant action, aventure, horreur, comédie, le chemin à parcourir fut long. Car La Momie, c'est pas nouveau. On faisait déjà des films sur la momie début 19e siècle. Le premier film mettant en scène une momie s'appelait Cléopâtre, sorti je crois en 1899. Mais c'est lors du 20e siècle, et quand je dis 20e siècle, c'est plutôt début 20e siècle, que toute une film de série de monstres sont sortis. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive!
Mais le film qui va inspirer le plus La Momie version 1999 est sans doute la version de 1932, intitulée sobrement La Momie, réalisée par Karl Freund, et qui donnera beaucoup de suites dans les années 40 et 50. La main de la momie, la tombe de la momie, le fantôme de la momie, la malédiction de la momie. Mais la version 1932 va parler de personnages tels que Imhotep ou Anck-su-namun, qui sont vraiment tirés de ce film-là. Et la momie, c'est devenu un peu le fer de lance ou l'identité de Universal. Mais début 90, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la momie, et donc il y a eu l'idée de remettre ça au goût du jour. En tout cas, dans l'esprit du producteur James Jack, qui va se voir allouer un budget de 10 millions de dollars, un budget assez modeste pour ce genre de production à l'époque, mais dont l'idée était de faire une espèce de saga de films d'horreur à bas budget, dans la veine des slashers qu'on avait dans les années 80, mais avec une volonté quand même d'écrire des films gore, dérangeants, un peu sexuels sur les bords, et mystiques. Le projet ne va pas aboutir malheureusement, et c'est George Romero, qui du coup habitué au film gore va vouloir s'en occuper, afin de maintenir le projet dans la veine des films d'horreur ou films gore. Mais c'est le producteur qui va faire un virage à 180, estimant que ce type de projet avec Romero serait jugé trop effrayant, et donc réservé à un public averti, et souhaite donc d'aller vers quelque chose de plus accessible et de plus grand public. Du coup, le projet va avancer un peu plus vers ce que nous connaissons aujourd'hui, avec l'intervention de Joe Dante, le réalisateur de Gremlins par exemple, ou de l'Aventure intérieure, qui va situer l'histoire dans une époque plus contemporaine, développant les thèmes tels que la réincarnation par exemple, qui va être l'enjeu central du film que nous connaissons, ou de l'idée des scarabées carnivores qui vont carrément être repris dans le film La Momie de 99. Pour en arriver finalement enfin à Stephen Sommers, le réalisateur des deux premiers films, qui va du coup arriver avec son idée bien précise pour y imposer sa vision de la momie, à savoir une sorte d'Indiana Jones-like, où la momie en ferait voir de toutes les couleurs à nos héros. Le studio et le producteur sont séduits pour le projet, y voyant l'occasion enfin de moderniser comme ils le voulaient la franchise de la momie, et surtout de moderniser, de rajeunir l'image du studio, et ayant subi des échecs commerciaux récents, avec notamment Babe, le cochon dans la ville, qui n'avait pas fonctionné, donc ils avaient besoin d'argent. Comme ils ont bien senti le coup pour une fois, le budget va passer de 10 à 80 millions de dollars, ce qui permet de faire enfin un film à grand budget, avec des effets spéciaux, avec de l'action, avec un beau casting, etc. Alors La Momie, ça va être un tournage long et compliqué, 17 semaines de tournage rien qu'au Maroc, parce que ça n'a pas été tourné en Égypte à cause des conditions politiques compliquées, et 800 personnes sont engagées sur le film, c'est assez énorme, ne serait-ce que pour la scène d'ouverture avec le combat entre les deux armées à cheval qui a nécessité énormément de figurants. Quant aux scènes d'intérieur, elles sont tournées de façon plus classique à Londres, là où beaucoup de films dont on a déjà parlé sont tournés, mais la spécificité de ce tournage, c'est que les acteurs vont souvent devoir se battre dans le vide pour qu'on puisse rajouter en post-production les fameuses momies. Ce qui applique une grande imagination des acteurs et une grande préparation de chorégraphie, parce qu'il suffit de voir Brendan Fraser se battre dans le vide contre tous les momies à la fin du film, en le voyant seul sur le plateau. Moi qui suis pas forcément fan de ce genre d'effets spéciaux qui vieillissent en général assez vite, je dois reconnaître qu'au cinéma à l'époque c'était bluffant. Et ça fait partie de l'identité de la momie, faire rire le public, lui faire peur et lui en mettre plein la vue. Franchement c'est super honnête comme proposition. Et même la bande originale a été confiée à Jerry Goldsmith, le compositeur d'Alien. Alors c'est pas sa meilleure composition, elle est pas franchement remarquable, mais quand même il faut reconnaître qu'il y a des moyens à toutes les strates du film pour faire un film honnêtement très grand public qui doit cartonner. Mummies. Et lorsque le film est sorti le 7 mai 1999, paradoxalement, les critiques furent assez mitigées, comme souvent. Alors elles ont toutes mis en avant le côté clairement amusant et divertissant du film, à tout point de vue, saluant ce mélange de comédie et d'aventure dans l'ensemble, un peu trop popcorn si on devait traduire entre les lignes. Mais cependant, le public, lui, et c'est souvent le cas, ne se trompera pas. Car avec près de 416 millions de dollars de box-office à travers le monde, La Momie est un franc succès. On en parlait tous dans les cours de récré, je l'ai vu 4 fois au cinéma, et j'ai vu 4 fois le numéro 2 aussi, parce que c'était des films géniaux où on s'amusait, on en avait pour notre argent, ça tirait de partout, il y avait des explosions, il y avait tout ce que j'aime au fait dans les films d'aventure. Un peu de fourberie, un peu de macabre et un peu de sadisme aussi. Parce que dans tout bon film d'aventure, que ce soit Indiana Jones ou Alan Quatermain dans un niveau beaucoup plus bas, ou que ce soit dans La Momie, il y a toujours des personnages qui vont mourir d'une façon atroce. Il y a souvent le personnage que tu détestes ou que tu adores détester qui va finalement souffrir d'une mort horrible, n'est-ce pas Benny? Ce qui m'amène à la deuxième partie de la vidéo. Qu'est-ce que je pense du film La Momie, qui a entièrement sa place dans ma collection derrière? Qu'est-ce qui fait que La Momie 1 est un film culte alors que le deuxième pas du tout et le troisième encore moins? Qu'est-ce qui différencie le 1 des deux autres? C'est ce qu'on va voir maintenant. Je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais j'aime beaucoup les cocktails. Prenez Fantomas, qui n'a rien à voir pourtant. Mais quand tu as l'action de Jean Marais, la comédie avec Louis de Funès et le charme de Mylène de Mongeau, tu as ce qu'on appelle un cocktail. Et les cocktails, quand tu mets trop d'alcool ou pas assez d'alcool, si tu le recoutes une deuxième fois, ce n'est plus le même cocktail.
l'équilibre, le dosage est important. Et quand tu fais plusieurs films dans la même saga avec un certain cocktail que tu peux pas conserver à l'identique parce que parfois tu es obligé de le rééquilibrer, de mettre plus de comédie ou moins de comédie par exemple, c'est difficile dans la durée de faire par exemple 3 fois le même dosage qui ne va pas lasser le public et que le public va apprécier quand même. On va pas manger la feuille de match, on n'est pas encore sur la Momie 2 ni la Momie 3, mais pour ce qui est du premier film, qu'est-ce qui est particulièrement appréciable dans ce film, mis à part le mélange des genres, c'est qu'il assume complètement d'aller dans les archétypes des personnages. Archétype, c'est pas forcément péjoratif, ou archétype, on pourrait dire cliché aussi, parce que ce que j'apprécie particulièrement dans la Momie, ce sont les personnages et aussi les dialogues. Vous savez nager ou pas? Quelle question? Je nage très bien quand les circonstances l'exigent. Croyez-moi, ce soir c'est le cas. Et ces personnages sont grandement appréciables de par l'interprétation des acteurs. Alors sans dire que Brendan Fraser est un grand acteur, je pense que ce n'est pas vraiment le cas, mais Raquel Weisz, elle crève littéralement l'écran et sa complicité avec son partenaire qui joue Rick O'Connell, donc Brendan Fraser, elle crève l'écran aussi. Ces deux-là s'entendent très bien et sont très crédibles tous les deux, sont même très mignons. Entre l'américain bourrin qui fait que tirer avec tous ses flingues, il en a un certain nombre d'ailleurs, la scène d'intro est géniale, fusil, flingue, reflingue. Moi j'adore cette scène d'intro, elle est formidable. Donc cette rencontre entre l'américain bourrin qui ne pense qu'avec son gun, quitte à tirer sur des insectes alors que ça sert à rien, ou à tirer dans du sable, ce qui ne sert à rien non plus. Et puis le personnage d'Evie, la bibliothécaire archéologue un peu coincée, mignonne mais maladroite, ça fonctionne super bien ce duo. Tout comme le personnage du frère, joué par Jonah qui joue Jonathan, intéressé que par l'or et à devenir riche, mais qui apporte un super équilibre au tout, parce qu'il voit sa sœur séduite par le grand américain, et lui il a rien contre. Ce qui compte, lui, c'est son intérêt et de trouver de l'argent. Donc si l'américain il est utile, il va même encourager sa sœur à aller dans ses bras. Je trouve que ce trio fonctionne bien. Et au-delà du trio, il y a un quatrième personnage qui fait tout le sel du film, c'est le personnage de Benny. J'adore ce méchant. C'est pas vraiment le méchant, quoique si, quelque part, c'est le plus dangereux de tous. Parce qu'il va là où souffle le vent, lui. Il va là où est son intérêt. Le mec, il aurait vendu ou tué sa mère pour y arriver. Ça se trouve, il l'a même déjà fait. Donc non seulement il est très drôle quand il dit à O'Connell de pas le tuer parce qu'il a des enfants alors qu'il en a pas, ce mec est un lâche, c'est une larve. La scène où il a tous ses colliers religieux pour essayer de trouver la bonne religion qui pourrait faire en sorte qu'il s'en sorte. Donc non seulement Benny s'en sort toujours très bien jusqu'à un certain point, ce point fatidique où il fait demi-tour pour prendre encore plus d'or, alors que s'il était parti avec l'or qu'il avait chargé sur le chameau, il serait parti riche, et j'aurais beaucoup aimé voir cette fin, même si le fait qu'il paye et qu'il se fasse coincer parce qu'il en a fait trop, parce qu'il allait trop loin, mais sa mort, bien qu'elle soit prévue, prévisible, elle est très bien, parce que quelque part, dans la morale, on veut qu'il paye pour tout ce qu'il a fait. Mais j'adore ce personnage qui amène un énorme équilibre, et il manque tellement aux deux autres. Donc on a beaucoup de caractères très exagérés. L'archéologue qui dit qu'une femme ne sait rien, le geôlier de prison, le cliché du monde arabe. D'ailleurs, ça a été beaucoup reproché au film au niveau des critiques qui voyaient le film comme étant raciste, ou lorsque les critiques disaient que tous les arabes du film sont là uniquement pour se faire tuer, ou alors sont décrits avec des dents en moins, ou en étant crades, etc. Moi, j'ai pas remarqué qu'ils étaient de telle ou telle origine, j'ai juste remarqué que c'était des hommes un peu crades, dans un pays désertique où il n'y a pas forcément beaucoup d'eau, mais je me suis jamais dit que c'était une volonté de montrer des différences entre communautés. C'est tellement d'époque de voir ça partout que je ne vais pas m'épiloguer là-dessus parce que ça va m'énerver. Mais cliché sur les Américains, cliché du coup sur le monde arabo-musulman, cliché sur les Anglais ou les Européens aussi, parce que quelque part, eux se mouillent pas et ils envoient le bas peuple faire les choses à leur place. Tout ça, ça fonctionne. Je sais pas si ça fonctionnerait aujourd'hui, mais ça fonctionne. Et je parlais de sadisme, mais le sadisme dans ce genre de film, c'est aussi voir des personnages secondaires, voire tertiaires dont on ne connaît pas le nom, se faire tuer, tels que les ouvriers qu'on va amener à Moon-Aptra, il n'y en a pas un seul qui va s'en sortir, entre ceux qui vont crever à cause de l'acide et ceux qui vont se faire bouffer par les scarabées. On aime voir ce genre de personnages qui n'ont même pas une ligne de dialogue être là juste pour se faire tuer et souffrir. C'est le propre des films d'aventure. La Momie, c'est tout ça, et c'est encore plus que ça d'ailleurs, parce que j'adore également tous les films ou toutes les séries où tu as des personnages qui sont présentés dans des camps contraires, les Américains et les Anglais, sauf que O'Connell est un Anglais qui va aider les Américains parce qu'il a été embauché pour ça, qui vont tous à Moon-Aptra en concurrence pour essayer de trouver des trésors, et quand la Momie se réveille et que du coup elle va devoir s'en prendre aux Américains qui étaient là au moment où le coffre a été ouvert, ils vont devoir s'allier, ne serait-ce que pour se défendre et utiliser les forces des uns et des autres. Quand les Américains vont vraiment flipper en se rendant compte que la Momie va les avoir un par un, ils vont se planquer derrière O'Connell, celui qui est le plus gaillard de tous. Bah, j'aime beaucoup ce genre de relation de contrepartie, donnant-donnant, et cette ambiance aussi où ils y passent un par un. Les 4 Américains qui deviennent vite 3, puis 2, puis 1. Le dernier, il faut qu'il reste en vie parce que si lui, il y passe, la Momie est régénérée à 100% et devient imbattable. Et bah, toute cette ambiance où toute la ville, toute la cité est contaminée par Imhotep et ils sont tous sous ses ordres, là où ils ont tous chopé la lèpre,
Quand toute la ville est contre les 4 ou 5 personnages qui restent, y compris l'américain qu'il faut protéger, l'ambiance est géniale. C'est le sommet du film. Pareil pour Hardest Bay, même s'il n'a pas de nom dans ce film, parce que c'est dans le deuxième qu'on va l'appeler comme ça, le Medjay qui est avec ses potes en haut de la falaise qui surveille Amun Aptra, qu'on peut considérer comme un antagoniste, finalement il va mettre ses mains dans le cambouis aussi et va aussi collaborer avec ceux qu'il considérait comme ses ennemis. J'aime beaucoup ça, c'est comme Dragon Ball Z avec Vegeta et Piccolo qui vont aider Son Goku, ou Spike qui va s'allier à Buffy dans la série Buffy. Tout ce genre de relations qui partent d'un conflit et qui arrivent à une collaboration forcée, c'est ma came. Je dis pas que le film est parfait, il y a quelques plans ou quelques idées de très mauvais goût, telles que celle-là. Franchement, ça sert à rien, c'est ridicule. Mais globalement, mis à part certaines libertés voulues prises sur le cadre historique, tout a été enjolivé et surexagéré pour le bien du film et du spectateur, qui est pas là pour se prendre la tête. Donc il y a que les historiens qui pourraient trouver à redire. Moi, mis à part les quelques plans un petit peu malvenus, un petit peu maladroits, moi j'ai pas grand chose à reprocher au film, qui, dans ce qu'il essaye de faire, pour moi est parfait. C'est le digne héritier ou le digne successeur d'Indiana Jones, ça n'atteint pas la perfection des Indiana Jones, parce qu'on avait quand même Spielberg aux commandes, mais c'est bien plus qu'une pâle copie, c'est bien plus qu'un dérivé. C'est un film qui, pour moi, peut se comparer, en tout cas le premier, encore une fois, et il est difficile de ne pas apprécier ce film-là. Ça fait partie de ces films universels, un peu comme Les Retours vers le futur, dont on parlera un jour, où franchement, je défie quiconque de dire que Retour vers le futur ou La Momie, c'est pas bien. On passe tous un bon moment devant La Momie. Limite, j'autorise personne à dire que La Momie 1 soit nulle. C'est pas possible de dire ça. Sauf pour ceux qui n'aiment pas aimer ce que tout le monde aime, et il y en a, j'en connais. Mais La Momie, premier du nom de la trilogie 99, 2001, 2007, je crois, y a rien à dire. Pourtant, la trilogie La Momie, c'est l'exemple parfait de ce que j'appelle la trilogie escalier. Parfait, beaucoup moins bien, pas bien du tout. Tac, tac, tac. Le film suivant est 2 fois moins bien que le premier, et le suivant du deuxième est 2 fois moins bien que le deuxième, et donc 4 fois moins bien que le premier. Une vraie chute libre. On aura l'occasion de parler de tout ça la prochaine fois, lorsqu'on en parlera du Retour de la Momie. Pas la semaine prochaine, parce qu'entre-temps, on va parler de District Z, et j'ai aussi envie de vous parler du film SOS Fantôme qui est sorti récemment. Mais d'ici Noël, normalement, on aura le temps de tout sortir. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'invite à ceux qui ne le sont pas encore de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. De vous abonner, de mettre des pouces, de mettre des commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux encore une fois à le faire, mais c'est très important, et que les différentes vidéos puissent vivre afin que YouTube puisse les mettre un petit peu plus haut, ce qui ferait forcément plaisir. En tout cas, si vous jugez que la vidéo le mérite, n'hésitez pas à le faire, ça prend 1 seconde, mais c'est très très important. Et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.